journal de Télésignal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition du Grand Journal sur Télésignal. Au sommaire, alors que le Conseil électoral provisoire annonce pour vendredi son nouveau calendrier électoral, des parlementaires et partis politiques exigent un remaniement au sein du CEP qui, disent-ils, n'inspire pas confiance. Brève visite en Haïti du secrétaire exécutif du programme Petro-Caribé, Bernardo Alvarez, s'est rendu sur plusieurs chantiers financés par les fonds Petro-Caribé en Haïti, notamment le village Liman Casimir au Mornacabri. Quid des 400 millions de dollars alloués au Fonds pour la reconstruction d'Haïti, 80,75% du montant, soit 323 millions, ont déjà été dépensés, informe le FRH qui a organisé ce mardi une visite de presse. Investiture ce mardi du comité de haut niveau pour l'éradication du choléra en Haïti, composé de 12 membres, dont 7 du côté haïtien. Cette commission aura entre autres mission de mobiliser des fonds en fonction des priorités définies par le comité. Et puis le BINEX publie le calendrier des examens d'État pour cette année. Les épreuves du Bac 1 se dérouleront du 30 juin au 3 juillet. Pour le Bac 2, ce sera du 7 au 11 juillet. Le ministère de l'Éducation nationale annonce des mesures pour faire face aux conséquences de la fièvre chikungunya durant ces examens. À l'étranger, première lueur d'espoir pour les lycéens nigérians enlevés le 14 avril dernier par le groupe islamiste armé Boko Haram. Les 223 jeunes filles encore retenues ont été repérées, annonce l'armée de l'air. Et puis en France, l'affaire Big Malion a finalement eu raison du président de l'UMP. Sommé par François Fillon, Jean-François Copé a donné sa démission ce mardi. Un nouveau congrès devrait se tenir pour procéder à son remplacement à partir du 15 juin prochain. Ces informations et d'autres vous seront développées dans quelques instants. Merci de suivre le développement du journal. Le Conseil électoral provisoire a organisé hier, lundi, une réunion de travail en vue d'élaborer un calendrier électoral. C'est ce qu'a indiqué Pierre-Simon Georges, trésorier du Conseil, informant que le nouveau calendrier sera prêt d'ici vendredi. Le représentant du Parlement au sein de l'organisme électoral affirme que le draft du calendrier sera distribué aux partis politiques d'abord, qui sont les premiers concernés par les élections. Pierre-Simon Georges a en outre informé que des démarches sont en cours auprès du gouvernement haïtien afin de trouver des fonds pour la localisation des beds et des becs. L'actuel organisme électoral n'inspire aucunement confiance, insiste la responsable du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Myrlinde Hippolyte Maniga. Ce CEP de 7 membres est loin d'être crédible sur le plan légal, souligne la constitutionnaliste. La responsable politique estime que les conseillers électoraux actuels ne sont que des exécutants du Palais national. Myrlinde Maniga soutient que le problème du CEP ne se résume pas seulement aux membres du Conseil. C'est la machine électorale elle-même qui est inexistante, a déclaré Madame Maniga. La responsable du RDNP se veut solidaire du MOPOD qui croit impossible que les élections se tiennent cette année. Avec CEP, ça, on n'est pas capable d'aller dans l'élection parce que n'est pas crédible, n'est pas correspond à rien sur le plan constitutionnel ou légal et que gens formés là, nous rendons compte que les gens sont des gens qui, en général, très, pas dire proches seulement du Palais national, mais ils sont là pour exécuter les directives du Palais national. Le problème CEPA, ce n'est pas seulement les conseillers. 9 membres, gens que nous nommons. Le problème CEPA, qui est un organisme pour les faire élection, c'est l'administration électorale qui n'a pas existé. Ça aurait l'administration électorale, c'est-à-dire la machine elle-même, indépendamment de monde qui conseillait, la machine qui a fait que en 1 mois, 2 mois, elle était capable d'organiser l'élection. Donc ça veut dire si l'élection est organisée 2000 là, elle ne peut pas participer. Bon, nous ne même pas prendre des décisions de ce genre. On nous dit que nous avons un problème et nous connaissons que RDNP n'a pas. Et que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais faire un bagaille si nous ne parlons pas avec nos compatriotes du MOPOD. Et jusqu'à présent, la position du MOPOD, c'est que
avec CEPSA, impossible pour aller dans l'élection. Toujours dans le même ordre d'idées, le conseil électoral de 7 membres n'a aucune base légale, encore moins consensuelle. C'est ce qu'a indiqué le président du Grand Corps, le sénateur Simon Dieusseul-Dera. Si le président Martelly persiste dans sa volonté à réaliser les élections dans de pareilles conditions, il ne fera que signer son échec, prévient le sénateur. Il invite l'exécutif à retourner à la table du dialogue avec le Sénat en vue de trouver un consensus autour de la réalisation des élections. Dieusseul Simon Dera. Pas une élection tête droite qu'a fait là. Ça qu'a fait là, ça qu'a préparé là, c'est peut-être et n'a capable dire échec anticipé. Bon, le président pourquoi appliquer, pourquoi ajouter dans pile Elio. C'est échec. Donc moi c'est eux ça là vont pointer là, s'il pas fait bac sous côté le bras là. Maintenant comment il va faire bac? Président a un choix dialoguer avec le Sénat. Il a un choix, puisque quelqu'un contrôle CSPJ, à ce là, il a pris une décision que CSPJ a rappelé une moun font changement. Pourquoi si vous voulez corriger ça que fait là, oui? Ça que fait là, il n'y a pas de base constitutionnelle, il n'y a pas de base légale, il n'y a pas de base consensus. Demande comment on garde. Le président Martelly n'a aucune volonté réelle de réaliser les élections dans le pays cette année, a martelé le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Cette décision se justifie par le fait que le chef de l'État nourrit l'intention de diriger le pays par décret, a déclaré le parlementaire. L'élu du Nord-Est met en garde l'exécutif contre toute tentative visant la dissolution du Parlement haïtien. Les propos du sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé au micro de Wendy Henry. C'est une opportunité que tu as présentée pour nous dire le contraire, pour nous dire que sa présidente dit, c'est le contraire qu'elle dit, parce qu'elle n'a pas d'intention d'organiser l'élection. Pour des raisons. Il a besoin de diriger par décret, parce que Laurent Lamotte n'a pas de possibilité pour jouer une décharge dans le Sénat. Il veut, président déjà, indexé comme le candidat du pouvoir. Il a utilisé toutes les ressources pays pour faire propagande. Il a utilisé toutes les ressources pays pour faire projection Laurent Lamotte comme président. Cependant, il n'y a pas de possibilité pour le décharge. Le président a besoin de diriger par décret, même pendant un mois, pour le permettre qu'avec un arrêté, qu'il baille Laurent Lamotte décharge, pour permettre que le candidat pour président. Mais toute bataille qu'a mené. Nous sommes là, c'est une vérité, et c'est une vérité absolue. Malgré des millions et des millions, Laurent Lamotte essaye de faire, essaye de voir les gens checker chaque sénateur, dont moi-même, en plusieurs occasions, il n'a pas joué un résultat qu'il a besoin. Parce que Laurent Lamotte connaît qu'il n'a pas de décharge, l'a évité des sénateurs pour corrompre autant que des gens qui ont corrompu dans la Chambre des députés. Autre point à ce journal, l'ouverture ce mardi du premier congrès des jeunes leaders de rassemblement des démocrates nationaux et progressistes, des jeunes venant des 10 départements géographiques du pays qui ont participé à ce congrès de 2 jours qui coïncide avec le 34e anniversaire du RDNP. Pour Milan Hippolyte Maniga, secrétaire général du parti, cet événement marque la relève générationnelle telle que souhaitée par le professeur Leslie François Maniga qui avait fait appel aux jeunes en mars dernier. Les propos de Mirland Hippolyte Maniga ont été recueillis par Michel Depayen et Jasmine Denis. Vous êtes la sève de la nation, vous êtes la gloire d'Haïti, comme disait le professeur Maniga. Et vous êtes, pour nous, du RDNP, vous êtes notre espérance. En même temps, sachez que vous êtes la vague nouvelle, l'espace dynamique et généreux. Mais sachez qu'il vous sera demandé beaucoup. Vous êtes un relais. Certainement, pas le dernier relais de l'histoire du RDNP. Car la succession des relais, le passage des relais fait partie de l'histoire du RDNP, de l'ambition du RDNP. Vous, les jeunes qui êtes là, vous apprendrez à nous connaître comme nous apprendrons aussi à vous connaître et nous attendons beaucoup de vous. Ayez l'humilité de l'intelligence, celle qui ne se satisfait pas de l'acquis du présent, mais recherche dans le passé des éléments d'enrichissement et se projette dans le futur.
Il faut dégager un minimum de consensus pour faciliter la tenue d'élections cette année dans le pays. C'est ce que préconise Gauthier Bernard du mouvement politique Jeunes Corrigènes. Selon le militant politique, les acteurs devront se mettre d'accord pour réaliser les élections au plus tard le 26 octobre 2014. Gauthier Bernard, qui participait à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM, se dit toutefois inquiet face à la situation politique actuelle. Il invite les jeunes à s'impliquer beaucoup plus activement dans la politique afin de redynamiser la classe politique. Gauthier Bernard répond à Tamara Oyongaro et s'amuse David François. La non-situation depuis 2011 pour l'élection été réalisée, maintenant l'élection pas réalisée. Je dis un acteur principal yo gen pour chita ensemble, pour discuter, pour dire en chita en joindre un compromis, en nous joindre yon gens pour nous avancer ensemble. Parce que ça qui arrive, c'est que nous obliger chita ensemble dans l'intérêt pays. C'est pas dans l'intérêt pas nous non, mais dans l'intérêt pays. Donc nous-mêmes nous bagay yo pas clair du tout et nous croyons que si acteurs pas chita ensemble pour yo joindre un minimum, ça n'a dit un minimum vital, un minimum ensemble pour avancer. Je pense que encore une fois pays a tombé dans une crise et personne ne va souhaiter que pays tombe dans une crise. Donc nous même la jeunesse n'a pas observé, n'a suivre et nous pensons que tout jeudi en l'île temps pour majorité silencieuse ça, les réveiller parce que nous avons une classe politique jeudi dans tous les secteurs, faut que jeunesse engagée, il faut nous impliquer nous. C'est même genre par exemple moi même pour exemple dans le domaine musique, t'es gon là des gros groupes qui étaient dans la musique ou Jean-Jean Ouzel, BIC, Bello, nèg font sorti là ouais Tifan Unchel. Donc c'est même gens tout et jeunesse qui intéressée avec politique, il faut que commencer beaucoup plus impliquer ou engager parce que nous avons une classe politique qui frappe de vieillissement, il y a qui dit de pourrissement, mais même penser que c'est de vieillissement. Donc je dis faut que jeunes qui intéressés faire politique maintenant, yo vini à partir d'un ensemble de leçons, à partir de masse critique que vous fait, yo dit bon, écoute, nous-mêmes nous pas l'engager, nous n'a pas impliqué nous pour nous capoter on souffre de soulagement by paysan parce que je dis politique a fait en Haïti depuis plus de 30 ans, paysan est soufflé, donc nous à bout de souffle. Nous enchaînons avec le sénateur Moïse Jean-Charles qui a fait le rapport de sa tournée au Brésil la semaine dernière dans le cadre de sa lutte visant le départ des troupes onusiennes d'Haïti. Le sénateur Jean-Charles fait savoir que le Parlement brésilien a voté une résolution demandant au gouvernement de Dilma Rousseff d'ordonner le retrait des troupes brésiliennes de la MINUSTAH dans les meilleurs délais. De plus, les parlementaires brésiliens invitent la présidente Dilma Rousseff à s'engager dans la campagne autour des pays contributeurs des troupes de la MINUSTAH en vue d'obtenir le départ de la mission d'Haïti. Le sénateur Moïse Jean-Charles. Nous parler directement avec le Parlement brésilien. Non seulement la Chambre des députés, y compris le Sénat brésilien. Ils ont pris une décision, ils ont voté une résolution, ils ont demandé le pays Brésil pour quitter le pays d'Haïti. Et non seulement le sénateur a voté, mais il y a un sénateur, Suplicy, avec le sénateur Rita, qui déplacé, car ouais, même gouvernement ça même. Particulièrement, ministre Affaires étrangères avec ministre Défense là. Côté au bayo, copie résolution Sénat brésilien voté qui demandait immédiatement pour retirer tout dans le pays d'Haïti. Ensuite, yo bay président Dilma un engagement pour capable mener une campagne autour de l'autre pays qui est dans le pays d'Haïti qui a contrôlé, qui a occupé le pays. Nous l'avons annoncé en titre, le secrétaire exécutif du programme Petro-Caribe a effectué ce mardi une visite de 24 heures en Haïti. Bernardo Alvarez, accompagné de l'ambassadeur du Venezuela accrédité en Haïti et du directeur exécutif de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, s'est rendu sur plusieurs chantiers financés par les fonds Petro-Caribe en Haïti, notamment le village Luman Casimir au Manacabri. Monsieur Alvarez s'est entretenu avec le premier ministre haïtien autour de l'avenir des ressources du Petro-Caribe dans le pays ainsi que d'autres projets à réaliser dans le cadre de ces fonds. Le secrétaire exécutif de l'UCLBP, Harry Adam, affirme avoir présenté à Bernardo Alvarez plusieurs réalisations effectuées grâce au fonds Petro-Caribe en Haïti. Une façon de permettre au gouvernement vénézuélien d'avoir une meilleure idée de l'utilisation de ces fonds dans le pays. Les déclarations de Harry Adam au micro de Samus David François.
Nous connaissons qu'il y a un pile projet qui a été exécuté actuellement là, c'est avec ressources Petro-Caribé. Ressources Petro-Caribé, ce n'est pas un don lié, c'est un prêt, nous connaissons mécanisme déjà que le gouvernement vénézuélien mettait à disposition, le gouvernement haïtien qui facilitait le pouvoir exécuter le projet. Et donc, UCLBP, dans le cadre de ça, a exécuté un pile projet avec les ressources de Petro-Caribé. Et le président Petro-Caribé est entré là pour la rencontre du Premier ministre. Il est capable de discuter de l'avenir, ressources, comment l'autre bagaille va le faire. Et dans le cadre de ça, nous-mêmes nous profitons pour mener le village de Mankazim. Nous connaissons un village qui est construit avec 1500 maisons qui paraît déjà. Nous allons faire une petite tournée, nous allons commencer avec l'autre 1500. Et nous allons faire une petite tournée pour le village là. Là, nous passons sur Buenfil parce que nous avons des cailles qui vont construire sur le Buenfil là. Je t'ai parlé de Wekatia. Et puis ensuite, nous profitons pour nous faire tirer là, qui c'est une base Simo que nous construisons toujours avec ressources Petro-Caribé. Là, on va descendre dans le primature avec monsieur, côté, m'a eu l'opportunité de faire une présentation sur tout l'autre projet qu'a fait. Nous connaissons le ministère qu'a fait, le ministère commerce, le ministère intérieur, nous connaissons que pas Parlement, lui-même c'est avec l'autre source de financement, le ministère des Affaires étrangères, nous avons un village d'accueil qu'a fait et nous avons pas mal de places. Je n'ai pas bien visiter toute place aujourd'hui, mais même là, dans la primature, on va faire monsieur une présentation de tout le projet de manière à ce que nous-mêmes, les représentants du gouvernement vénézuélien, gagnent une bonne idée de comment Haïti a utilisé les ressources pétro-caribéennes. Quid des 400 millions de dollars alloués au Fonds pour la reconstruction d'Haïti? 80,75% du montant, soit 323 millions, ont déjà été dépensés. C'est ce qu'a fait savoir le gestionnaire du FRH, Joseph Leitman. Par ailleurs, M. Leitman a annoncé qu'une rencontre doit se tenir ce mercredi au niveau du comité de pilotage présidé par la ministre des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie. Il sera question de discuter de l'avenir des projets entamés par le Fonds pour la reconstruction d'Haïti dans le pays. Les propos de Joseph Leitman recueillis par Michel Alexis et Fézia Mathieu. On a déjà alloué 323 millions de dollars pour la reconstruction. Alors, il nous reste un peu d'argent et chaque sou d'argent qu'on a alloué, c'est sur la demande du gouvernement haïtien. On a bénéficié de 19 bailleurs de fonds, 18 pays et la Banque mondiale aussi, qui ont donné ces contributions pour le FRH. Ce sont des dons, pas des prêts. Et nous avons commencé au mois de juin 2010, en même temps que la Commission pour la reconstruction d'Haïti, la CIRH. Et nous avons une durée de vie jusqu'à 2017. Demain, nous aurons une réunion de notre comité de pilotage qui est présidé par la ministre des Finances et nous allons discuter l'avenir du fonds. La proposition jusqu'au présent est que le fonds continue comme plateforme générale de financement de développement en Haïti. Dans ce cas, si le gouvernement approuve cette proposition, nous allons stimuler d'autres contributions pour pas seulement la reconstruction, mais pour le développement aussi en Haïti. Visite guidée ce mardi à l'initiative du Fonds pour la reconstruction d'Haïti, le FRH et ses partenaires, en vue de présenter des résultats de divers projets. Il s'agit entre autres des projets 16-6 et PRECAD pour la reconstruction des quartiers défavorisés de Néret, Morne, Hercule et Lalu. Pendant 2 ans, plusieurs travaux ont donc été effectués, dont un terrain de jeu, un centre communautaire, des passerelles, des ponts et la construction de maisons, entre autres. Environ 95 millions de dollars ont été dépensés pour financer ces projets, selon le responsable du projet 16-6, Clément Bélisère, qui se dit satisfait. Ces précisions recueillies par Michel Alexis et Fézia Mathieu. Ça fait quelques années dans le pouvoir là, nous font le démarche 64, la passerelle, vous allez voir les maisons. La route que vous voyez là, depuis Delmarie jusqu'à Saint-Jean, et il y a à l'intérieur des ouvrages du pénage, des maisons jusqu'à la racine. Le projet, c'est un projet de 16 quartiers et 6 ans. On a eu du financement pour 8 quartiers. On a poussé les 8 quartiers et un 9e. Après le 16-6, l'UCLBP a été fondé et aujourd'hui, je gère la division Roule, Logement et Réhabilitation de quartier. On a 16-6, PRECAD, tous ces projets-là. Et par exemple, il y a même, donc on a 16-6 qui est sur Pétionville, il est à la Rivière, PRECAD qui est sur
Delma 32, Delma 40B, etc., etc. Il y a d'autres projets sur Matissan. Donc on essaie de toucher un peu partout. Hein. Et sur le financement du Canada, sur l'extension du CSIS, on est à Port National. Parlons à présent de l'investiture ce mardi du comité de haut niveau pour l'éradication du choléra en Haïti. La cérémonie d'installation a eu lieu à la primature en présence notamment de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, des ministres haïtiens des Finances et de la Santé publique, d'un représentant de l'OPS-OMS, tous membres du comité, composé de 12 membres, dont 7 du côté haïtien. Cette commission aura pour mission d'analyser les progrès déjà réalisés dans le cadre de la lutte pour l'élimination du choléra en Haïti et aussi de mobiliser des fonds en fonction des priorités définies par le comité. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Des investissements dans les infrastructures d'assainissement et l'eau potable, deux domaines prioritaires pour empêcher la propagation du choléra en Haïti. Au moment d'installer le comité, le Premier ministre cite d'autres champs d'intervention de la commission. Vous aurez à mobiliser des fonds, à définir des priorités financières, à prendre des décisions exécutives de haut niveau, à veiller à ce que l'affectation des ressources correspondantes aux priorités établies par le gouvernement haïtien et aussi s'assurer des gestions optimales, efficaces pour arriver à un résultat. Citant le plan national d'élimination du choléra 2013-2022, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti précise pour sa part que le comité de haut niveau aura à tenir compte des travaux déjà réalisés dans le cadre de la lutte contre le choléra. Le comité de haut niveau analysera les progrès et les défis afin de définir les priorités d'action pour le gouvernement et le système des Nations Unies. Un accent particulier sera placé sur la situation de l'eau et de l'assainissement dans le pays, qui demeure un défi important et l'obstacle principal à l'élimination de l'épidémie. Un programme d'assainissement en cours d'élaboration sera discuté par le comité de haut niveau, qui aura également à considérer un accompagnement social et économique en faveur des communautés affectées, comme prévu dans les termes de référence approuvés pour le travail du comité. Le choléra a été déclaré pour la première fois en Haïti en octobre 2010. Des recherches ont prouvé que l'épidémie a été introduite par les troupes népalaises de la MINUSTAH affectées à Mirbalais dans le plateau central. Les chiffres officiels font état de 8 201 décès et 830 601 cas déclarés. Le ministère de l'Éducation nationale annonce tout un train de mesures pour les examens d'État de cette année. Le calendrier publié par le Bureau national des examens ne sera pas modifié, en dépit du retard enregistré lors de la rentrée scolaire de l'année académique en cours. Entre autres mesures, le port de l'uniforme conseillé dans les centres d'examen. Suivez les précisions de Ecclésiaste Télémac, directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale. Calendrier l'UNEX publié relatif à toute date qui vient avec examen d'État. Calendrier ça l'est maintenu. Que ce soit pour la 6e, pour la 9e, pour ENI, pour Centre d'éducation familiale, pour Bac 1 et 2, calendrier ça l'est maintenu. Pas bien reprise dans le niveau 9e année. Parce que reprise là, li pral échelonner son période, li capable d'influencer négativement sur date nouvelle rentrée scolaire 2014-2015. Troisième information qui est importante, c'est le port de l'uniforme qui fortement recommandé. Puisque sous 10 départements scolaires, nous avons 8 départements côté pratique ça a déjà installé déjà. Et nous qui salba nous comme avantage les candidats qui viennent composer en uniforme. C'est ça fait année ça. Même l'autre 2 départements qui peuvent emboîter le pas, nous recommandons fortement pour porter l'uniforme.
Les examens du baccalauréat première partie se dérouleront du 30 juin au 3 juillet prochain. Environ 187 000 candidats prendront part à ces épreuves, a précisé le directeur du Bureau national des examens d'État, Renan Michel. En outre, le directeur du BUNEX informe que 76 737 candidats subiront les examens du baccalauréat deuxième partie qui se tiendront du 7 au 11 juillet. Les explications de Renan Michel au micro d'Enoch Élisée Kajou et d'Yvon Seïd. Nous avons 8 départements déjà qui déjà prêts déjà pour 6e année fondamentale. Pour dire que nous avons année ça 298 474 candidats et qui a proposé 17 et 18 juin. C'est 2 départements seulement dans le niveau 6e année qui vont avoir fiche actuellement travaillent au niveau du BUNEX. C'est le département du Sud-Est et le département du Nord-Ouest. Ensuite, pour examen 9e année, nous avons 7 départements déjà prêts pour fiche 9e année. Et que dans certains départements, ils ont commencé à faire distribution par élèves. Donc, nous attendons 194 910 élèves pour participer à l'examen 9e année. Et la fête du 24 au 26 juin. Pour l'examen ENI cap avancé, nous attendons 1864 élèves et l'examen ça a fait du 23 au 27 juin. Pour bac 1, nous attendons 186 942 candidats. Cap fait du 30 juin au 3 juillet. Et là, je dis bac 1, je dis ni élèves réguliers, ni élèves recalés, il y a proposé dans le même semestre ça. Et pour élèves philo avec élèves nouveaux secondaires, eh bien, nous avons 76 737 candidats. Il faut aussi mentionner que le ministère de l'Éducation nationale dit se préparer à faire face aux conséquences de l'épidémie de chikungunya. Les élèves qui auraient des difficultés dans les centres d'examen seront pris en charge par le ministère, rassure son directeur général adjoint qui fait état de mesures à adopter par les élèves en cas de maladie. Ces précisions au micro d'Enoch Élisée Kajou et d'Yvon Seïd. Les capables privés ont petit monde vient composer. Et puis c'est dans le moment où vient composer pendant la salle la fièvre la prend. Hier matin, nous vivons un cas comme ça là, un petit monde qui vient chercher un certificat de fièvre la prend dans la cour. Finalement, c'est moi-même qui font chauffeur à le déposer dans la caille parce que moi, je ne peux pas marcher. C'est même gens tout, dans le cas ça, BUNEX gagne tout un ensemble de mesures que l'on a appliquées pour ça. Si les gens qui viennent dans l'examen, c'est un problème, il y a son procès verbal que il y a un problème dans l'examen. Il est capable d'aller à un docteur qui balle un certificat médical qui côté ou intégrer dans le dossier qui balle automatiquement droit pour lui participer dans la reprise là. Mais c'est des bagages qui fait pour documenter et si gagne des bagages qui sont capables de venir en termes de soulagement pendant que l'examen a fait, non seulement en dans le ministère de l'Éducation nationale, nous toujours fait des prévisions sur question ça, mais particulièrement à l'épidémie chikungunya, et moi je crois que mode de traitement qui gagne, il n'est pas un secret pour personne, tout le monde connaît qui ça a administré à Maladio. N'a fait le plus possible que dans le paquet de services qui étaient comptés au Fritimondio en cas de maladie, nous assurons que nous intégrons éléments ça en dans le paquet de services ou si de tel cas est capable de présenter. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, le MOPOD, annonce son plein soutien au PDG de Radio-Télé Zénith, Ronnie Colin, qui fait l'objet d'une comparution ce mercredi au tribunal correctionnel de Port-au-Prince. Le MOPOD inscrit cette comparution dans le cadre d'une persécution politique. Turneb Delpé, coordonnateur adjoint du MOPOD. MOPOD suivent avec un pile intérêt. Prise position, on brèche dans l'opposition politique là. Un bon parti de la société civile et religieuse là,
un bon parti dans le secteur privé, contre manœuvre pour voir tête calée, pour faire d'appui sur l'élection avec installation en KEP illégal 7 membres blancs. Dans ce sens, mon pod continue à supporter le groupe 6 sénateurs qui campent des articles 289 Constitution qui dit comment pour monter un conseil électoral provisoire en dedans pays. Mon pod demande libération pressée. Camarade Ronnie Timothée et tout l'autre prisonnier politique. Mon pod croit que tout secteur cap gourmet pour faire respecter la conquête démocratique 7 février 1946, pas quitter au prend dans intimidation pouvoir maintenir la mode là, les lire les décret inconstitutionnel 87 là pour bailler conditions pour moun faire manifestation. Pour mon pod boussole pays c'est constitution 87 là qui dit clairement dans l'article 31.2 qui ça pour le moun faire les yo gen pour faire manifestation sous voie publique. Mon pod Kouetou, Radio Zénith a besoin de solidarité express là avec population demain mercredi 28 mai 2014 là devant palais de justice sous bicentenaire pour dire pouvoir maintenir la mode là complot pour mettre babouquette dans bouche la presse là pas passer. Toujours au sujet de l'opposition politique, le militant politique Ronnie Timothée, actuellement détenu à la prison civile de l'Arcahaie, a été tabassé après son arrestation. C'est Mirland Maniga qui confirme l'information jusque-là contestée par la police nationale. La responsable du RDNP déplore que l'arrestation du porte-parole de regroupement de l'opposition ait été effectuée sans mandat, ce qui, regrette la constitutionnaliste, traduit la négation du droit à une justice sur des normes. Madame Maniga indique que de telles pratiques s'apparentent à celles des systèmes dictatoriaux. Les déclarations de Mirland Maniga au micro de Michel Depayen et de Jasmine Denis. Et je connais qui ça, nous-mêmes, dans mon port, que nous avons décidé pour nous capables de faire Timothée. Non seulement Timothée, pas que Timothée, gagner tout l'autre, les frères Florestal jusqu'à présent. Il y en a prison. Et nous entendons ça RNDDH, comment il parlait de l'arrestation. Et dans l'arrestation, ça m'a répété samedi tout à l'heure à d'autres confrères par nous, c'est que il y a deux bagailles dans l'arrestation Timothée qui est très important. Il n'y a pas de mandat. Il frappé. Ensuite, mandat, c'est de vendre que vous mettez non son mandat. C'est très grave ça. C'est très, très grave. Ça signifie que toute dictature fait, ou bien avec chef de la police, ou bien avec ministre de l'Intérieur, Liban une série de mandats en blanc. Et ou même on a compte avec monsieur, on dit que mettez non, on mettez date là, on voyait dans la prison. Ça c'est très grave. Ça c'est capable de dire la négation du droit que nous tous gagnons à la justice, mais aux justice qui est impartiale, aux justice qui est faite selon les normes. En un cas Timothée, il n'est pas fait selon les normes. Mais espérer que nous sommes capables de réussir à faire le sortir de la prison. Le journal touche à sa fin le rappel des temps forts avant de le refermer. Alors que le Conseil électoral provisoire annonce pour vendredi son nouveau calendrier électoral, des parlementaires et partis politiques exigent un remaniement au sein du CEP qui, disent-ils, n'inspire pas confiance. Bref, visite en Haïti du secrétaire exécutif du programme Petro-Caribé ce mardi. Bernardo Alvarez s'est rendu sur plusieurs chantiers financés par les fonds Petro-Caribé dans le pays, notamment le village Liman Casimir au Mornacabé. Quid des 400 millions de dollars alloués au Fonds pour la reconstruction d'Haïti? 80,75% du montant, soit 323 millions, ont déjà été dépensés, informe le FRH, qui a organisé ce mardi une visite de presse. Investiture du comité de haut niveau pour l'éradication du choléra en Haïti, composé de 12 membres, dont 7 côté haïtien. Cette commission aura entre autres pour mission de mobiliser des fonds en fonction des priorités définies par le comité. Et puis le BUNEX publie le calendrier des examens d'État pour cette année. Les épreuves du bac 1 se dérouleront du 30 juin au 3 juillet. Pour le bac 2, ce sera du 7 au 11 juillet. Le ministère de l'Éducation nationale annonce des mesures pour faire face aux conséquences de la fièvre chikungunya durant ces examens. À l'étranger, première lueur d'espoir pour les lycéennes nigérianes enlevées le 14 avril dernier par le groupe islamiste armé Boko Haram. Les 223 jeunes filles encore retenues ont été repérées, annonce l'armée de l'air.
En France, l'affaire Big Malion a finalement eu raison du président de l'UMP. Sommé par François Fillon, Jean-François Copé a donné sa démission ce mardi. Un nouveau congrès devrait se tenir pour procéder à son remplacement à partir du 15 juin. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonsoir.